bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Bernard Giraud. Je suis cofondateur et président d'HTS Consulting et je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de cet événement Soft Skills en Action qui va nous rassembler pendant 1h30 environ et où nous allons partager autour d'une étude donc réalisée par HTS Consulting à la fois les principaux éléments de l'étude, mais aussi et surtout des cas concrets, des cas qui vont nous permettre d'opérationnaliser finalement cette grande thématique qui est de développer les soft skills dans nos entreprises, et ce, particulièrement après la crise sanitaire. Alors, l'étude que nous allons vous présenter est une étude qui a été donc mandatée par l'Observatoire des métiers de la banque, par les observatoires des banques populaires et des caisses d'épargne, et je serais incomplet si je ne citais pas Atlas, qui est un des commanditaires. Alors, cet événement va s'articuler autour de 4 temps. Premier temps, une introduction qui va être faite par Alain Fournier, qui est à la fois directeur du recrutement et de la diversité du groupe BPCE et président des observatoires, des banques populaires et des caisses d'épargne. Après ça, je m'attacherai à vous donner une vision relativement rapide et synthétique de l'étude, de façon à ce que vous puissiez quelque part monter à bord, sachant que vous aurez naturellement accès à l'étude dans les tout prochains jours et que vous pourrez la télécharger sur le site de l'Observatoire des métiers de la banque. Ensuite, nous rentrerons sur des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire des expériences opérationnelles. Cette séquence sera animée par Carole Magui, qui est mon associée. Et cette séquence s'articulera autour finalement de 3 thématiques: évaluer les soft skills, booster, autrement dit développer les soft skills, et puis outiller, en particulier outiller les managers, puisque comme nous allons le voir dans le cadre de la synthèse, les managers ont un rôle, comme d'habitude, dirais-je, absolument fondamental à jouer dans le développement de leurs collaborateurs et en particulier des compétences comportementales. Ceci se fera au travers de 3 expériences concrètes, et donc nous aurons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Laurence Binot de la Société Générale, Carole Matarazzo d'Engie et Émilie Sotillo de BP Occitane. Enfin, la séquence ne saurait être complète sans la conclusion du président Dupont, président de l'Observatoire des métiers de la banque, qui nous apportera, j'allais dire, sa vision à la fois globale et de synthèse sur l'ensemble des échanges. Juste un point de précision avant de passer la main à Alain. Vous aurez la possibilité donc de poser des questions. Il y aura des temps qui seront des temps dédiés aux questions-réponses, mais sans attendre, vous avez la possibilité, grâce au chat, de poser des questions au fil de l'eau et au fil des interventions. Alain, the floor is yours, comme on dit en bon français. Bonjour, donc je m'appelle Alain Fournier. Effectivement, je représente aujourd'hui les observatoires des banques populaires et des caisses d'épargne. Bon, des observatoires qui, assez classiquement, réalisent des études quanti et quali sur les métiers, mais également réalisent tous les ans donc, des analyses sur soit des populations cibles, soit sur des problématiques spécifiques. Voilà. Donc, pourquoi avoir travaillé sur les soft skills? Donc, ça fait quand même quelques années qu'on commence à parler des soft skills et effectivement, on avait dans l'idée de travailler sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui a accéléré le phénomène. Donc, on a du jour au lendemain complètement changé les organisations, c'est-à-dire que nos collaborateurs qui étaient en présentiel, travaillaient en équipe sur des open space, travaillaient chez eux et complètement à distance. Donc, l'idée, c'était justement cette crise, elle a accéléré ce phénomène de changement de méthode de travail. Et donc, ce que l'on voulait savoir, c'est justement ces méthodes de travail ou ces modes de travail, c'est comment s'étaient-ils transformés
quel impact ils avaient sur les organisations, sur les collaborateurs, sur les managers, quel impact ça avait aussi sur l'ensemble de nos organisations et comment on allait pouvoir gérer l'ensemble de ces dispositifs. C'est vrai qu'on a demandé à nos collaborateurs d'être agiles, réactifs, d'avoir du mode collaboratif. Donc effectivement, ces fameuses soft skills qu'on analysait, c'est aujourd'hui dans nos entreprises, c'est justement comment on les suit, comment on les repère, comment on les analyse, comment elles ont un impact sur votre parcours professionnel, et puis surtout, c'est comment on les analyse, comment on forme, et que devient l'ensemble des hard skills qui jusqu'à présent étaient quand même le socle fondamental des compétences. On voit qu'aujourd'hui quand même les soft skills deviennent peut-être le socle fondamental puisque voilà, il faut constamment évoluer, se transformer et devenir agile. Donc on a repéré qu'à un moment donné, on avait les mêmes problématiques avec l'observatoire de l'AFB et on s'est dit, plutôt que de faire chacun dans son coin des analyses séparées, on va faire analyse commune. Et là-dessus, donc l'OPCO Atlas du coup, a financé cette étude et on a travaillé donc en mode projet. Et dans un premier temps, avant de travailler, donc, on a fait un appel d'offres auprès d'un certain nombre de cabinets qui étaient spécialisés dans ce type d'études. Et effectivement, dans ce cadre-là, le cabinet HTS a été retenu. Donc voilà comment on a travaillé, voilà comment s'est faite donc, toute cette analyse. Merci beaucoup Alain. Du coup, si cela convient à tout le monde, je vous propose que nous passions à une restitution synthétique, puisqu'on va essayer de tenir à peu près en une dizaine de minutes de l'étude. Avant de passer au témoignage et au retour d'expérience. Alors, d'une façon générale, l'étude pour... Ah, d'accord. Merci Alain. J'attendais le jiggle. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de passer à la restitution de l'étude. Alors, c'est une restitution relativement synthétique, hein, histoire de laisser toute sa place au retour d'expérience. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que cette étude devait répondre à 3 objectifs. Tout d'abord, faire le point sur les nouveaux modes de travail, parce que force est de constater que la crise Covid et en particulier le confinement a amené à bousculer les modes de travail traditionnels et que l'après-crise nécessitait de faire finalement un bilan sur qu'est-ce qui a été pérennisé et qu'est-ce qui est en train de revenir finalement comme avant. Dans ce cadre-là, il convenait de faire un point sur finalement les soft skills, parce que les soft skills, on en parle depuis déjà plusieurs années, mais finalement le cadre, le nouveau cadre, les nouveaux modes de travail ont créé de nouvelles conditions, et donc la question était de savoir quels soft skills est-ce qu'il convient d'acquérir, quels soft skills est-ce qu'il convient de développer. Et dans un second temps, j'allais dire, l'intérêt était d'aller au-delà et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait mettre en mouvement les organisations et comment est-ce qu'on pouvait finalement créer des dispositifs de valorisation et de développement des compétences. Alors, tout d'abord, on s'est heurté dans le cadre de cette étude à un premier sujet qui était de définir ce que c'était qu'un soft skills, puisqu'en fait, c'est quelque chose dont tout le monde parle et qui revêt quand même un certain nombre un caractère relativement protéiforme avec des synonymes. Certains parlent de savoir-être, de compétences transversales, de compétences comportementales, etc., etc. Si je devais les caractériser, au travers en particulier des études qui ont été faites et des tentatives de caractérisation qui ont pu être faites, je le ferai autour de 4 points. Premièrement, c'est la différence, la sempiternelle différence, dirais-je, entre l'inné et l'acquis. Les compétences dites soft skills sont des compétences qu'on peut
acquérir. Alors, sans doute avec plus ou moins de facilité en fonction des individus, mais néanmoins, ce sont des compétences qu'on peut acquérir. Premier point. Deuxième point, ce sont des compétences transversales. Donc, ce sont des compétences qui ne sont pas attachées viscéralement à un métier donné. Naturellement, l'expression de ces compétences va se faire différemment en fonction des métiers, mais néanmoins, intrinsèquement, ce sont des compétences qui restent transversales. Enfin, elles sont indépendantes d'un contexte professionnel particulier. Elles se caractérisent en dehors des contextes professionnels. Là aussi, les contextes professionnels vont conditionner le mode d'expression, mais en tout cas, la compétence elle-même est indépendante de ça. Et puis, elles vont correspondre finalement à des attitudes, et le mot-clé là-dedans, c'est peut-être attitudes, qui vont être comportementales, organisationnelles, au travers de l'organisation personnelle, ou cognitive, en particulier au travers de la capacité d'adaptation à des situations qui, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, sont de plus en plus brutales, parfois dans leur changement, et inattendues. Alors, pour ce faire, nous avons sollicité plus de 130 contributeurs. Naturellement, des personnes référentes au sein du secteur bancaire. Nous avons lancé aussi une enquête digitale de façon à avoir un volet plus quantitatif à cette étude. Et nous sommes allés aussi ouvrir les chakras, puisqu'en matière de nouveaux modes de travail et en matière de soft skills, finalement, le secteur bancaire est un secteur parmi d'autres et toutes les entreprises de notre tissu économique qui ont été confrontées, elles ont dû s'adapter et donc elles ont pu, dans leur adaptation, faire émerger de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, on aura tout à l'heure un témoignage d'Engie qui nous fera part de ce qu'il a mis en place. Alors, si maintenant je rentre dans une synthèse plus concrète des grandes étapes de l'étude. Là aussi, je vais vraiment parcourir les grandes lignes. Vous allez voir, je pense que dans ce qui ressort globalement, il n'y a pas de grande surprise pour vous. Mais l'avantage de ce que je vais faire va être finalement de pouvoir poser et de pouvoir partager des repères communs par rapport à ce que finalement, peu ou prou, on constate tous d'une manière ou d'une autre dans nos organisations. Alors, tout d'abord, la question de l'adoption du télétravail. Alors, le télétravail, c'est pas quelque chose de nouveau. On peut se le dire, je pense. C'est quelque chose qui a plus de 20 ans, hein, puisque en 2002, il y avait un accord cadre européen non contraignant, certes, qui était signé. On est bientôt en 2022. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'avant crise, 80% des établissements avaient des accords de télétravail. Cela dit, ils étaient souvent réservés aux fonctions centrales, principalement, et quand on regardait, seul à peu près 10% de la population y avait accès. Alors, le grand chamboulement, dirais-je, c'est qu'au travers des confinements successifs, eh bien, le télétravail a pris sa place dans les modes de fonctionnement classiques et ordinaires des entreprises. Et quand on demande aux personnes s'ils considèrent que c'est quelque chose qui doit perdurer, à 86%, les gens qu'on interroge répondent que oui. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, quand on dit perdurer, la question c'est perdurer dans quelles conditions. Et c'est bien ça le fond du sujet. Alors, au sein du monde bancaire, globalement, on n'a pas eu d'établissements qui ont opté pour le full télétravail, pour le tout télétravail. C'est quelque chose qui, pour le coup, est plutôt réservé aujourd'hui encore à des entreprises de la tech, à des gens qui sont dans des logiques vraiment de projets très, très, très digitalisés. En même temps, aucun établissement n'est revenu sur du présentiel 100%.
et c'est sans doute un des apports de la post-crise, c'est on est rentré dans une logique de travail hybride où en fait des temps de présentiel vont s'articuler avec des temps de distanciel. Et globalement, l'ensemble des établissements aujourd'hui va se situer entre 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Avec naturellement des différences en fonction des organisations, des tailles d'entités. Globalement, si vous allez dans le réseau, c'est difficile de mettre en place une logique de télétravail quand vous êtes sur des agences qui ont une taille inférieure à 10 personnes. Et puis de métiers liés à la sécurité, liés à la confidentialité, liés aussi parfois au matériel. Les métiers du trading aussi dans la banque en sont un exemple. Le deuxième point qui va caractériser le mode de travail d'aujourd'hui, le mode de travail hybride, c'est la question de la confiance. Une des raisons, on le sait bien, même si ça a été, c'était pas dit de façon aussi explicite que je vais le dire, mais une des raisons qui freinait la mise en place du télétravail, c'était une question de confiance. Est-ce que mes collaborateurs à distance vont travailler dans de bonnes conditions, ou vont-ils d'ailleurs travailler tout court? Alors là, ce que nous a appris finalement le confinement et donc le travail à distance, entre guillemets, forcé, c'est que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et à la sortie de la crise, quand on les interroge, 80% des managers considèrent que ça a été un succès et que finalement le management par la confiance a été un succès. Modulo naturellement certaines adaptations dans les modes d'interaction, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des objectifs quand on est à distance finalement beaucoup plus clairs, parfois même en fonction des métiers de rentrer sur du management à la tâche, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, ça renforce le caractère interpersonnel du management. Donc ça, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. En d'autres termes, le travail à distance a été un succès. Troisième point, c'est l'importance des temps informels et du temps passé à la cohésion d'équipe. Il est finalement assez sidérant, pas surprenant d'ailleurs, mais en tout cas intéressant de constater que 59% des salariés, quand on leur pose la question, et sur la tranche d'âge des 18-24 ans, plus de 77% des salariés considèrent que les temps de présentiel sont des temps qui permettent de finalement développer la convivialité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, de façon à préserver même le tissu, qui est le tissu social des entreprises, qui s'appuie finalement sur le relationnel entre les gens. Enfin, dernier point, la période de confinement et donc les aspects liés au travail hybride ont permis d'expérimenter beaucoup de choses. À la fois sous les angles métiers, on est passé, il y avait des établissements qui étaient encore à se poser la question de la signature électronique au moment du Covid. Là, on a été obligé d'y passer par force et on ne reviendra pas en arrière. Mais aussi en termes de process, on s'est aperçu finalement que pendant le confinement, ma foi, la paye qui nécessitait un certain nombre de personnes a réussi à sortir alors que ces personnes étaient chez elles, confinées et sans accès finalement au matériel qui leur permettait de travailler. Et puis enfin, en termes d'interaction, je pense notamment à tout ce qui va toucher à la formation qui, dans certains endroits, là aussi, était très centré sur du présentiel. On a vu que présentiel, distanciel, ça marchait pas mal. Et puis aussi aux différents niveaux d'accompagnement. Alors, ce qui est intéressant, finalement, c'est que au travers de tout ça, ce qu'on voit, c'est que la transformation et la transformation digitale, elle se poursuit, voire même elle a été accélérée par la crise sanitaire qu'on a connue. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a
une demande d'adaptation et d'agilité digitale qui est de plus en plus forte. Alors cette demande, finalement, elle va s'articuler autour, ma foi, non seulement de la maîtrise des outils, qui vont être des outils métiers qui se digitalisent de plus en plus, et en particulier pour pouvoir alterner entre le présentiel et le distanciel, mais aussi sur des choses plus profondes qu'on oublie parfois. C'est la capacité à intégrer des logiques d'UX, des logiques de workflow, et aussi, et j'allais dire surtout, c'est de pouvoir tirer le meilleur parti des outils digitaux pour se recentrer et pour se concentrer sur les tâches qui sont les tâches les plus à valeur ajoutée. Après, on ne serait pas complet naturellement si on ne faisait pas un petit détour par les sujets qui sont les sujets liés aux espaces de travail, et en particulier des logiques de type flex office. Alors, il se trouve que la plupart des entreprises, une grosse partie, avaient déjà, avant la crise sanitaire, dans leur carton des projets de flex office. Mais là aussi, la crise a permis d'accélérer tout ça, tout simplement parce qu'elle a apporté une justification naturelle à ces projets-là, dans le sens où, eh bien, à partir du moment où on n'avait pas 100% des gens en présentiel, eh bien, on pouvait se poser la question de l'empreinte immobilière, et on voit que aujourd'hui, les entreprises vont se diriger vers des taux de foisonnement qui avant étaient de 0,7-0,8, qui passent à 0,06, un nombre de mètres carrés aux alentours de 20 mètres carrés par collaborateur qui va plutôt aux alentours des 13 mètres carrés, ce qui fait qu'on a finalement des possibilités en termes de réduction de l'empreinte immobilière qui sont des possibilités de réduction quasiment de 25%. Alors, ceci pose naturellement, si on revient sur les sujets de nos collaborateurs, la question de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces locaux et comment est-ce qu'on organise finalement le travail. Et c'est bien ça la question de fond, ce qui veut dire qu'on est amené à penser, à réfléchir les usages, les espaces de travail en fonction des usages. Et vous trouverez d'ailleurs dans l'étude une synthèse de ce lien que vous pourrez consulter. Alors, point important, c'est la question de la quête de sens. On se rend compte qu'à partir du moment où on a une partie de la population de l'entreprise qui est à distance, surtout si les jours de télétravail sont le jeudi, le vendredi et le lundi, on se pose la question finalement de la frange de différence entre ce qu'on pourrait peut-être qualifier avec un peu de sarcasme d'un freelanciat en CDI et le fait d'être réellement un salarié. Et là, en fait, la vraie question, c'est la question de la culture d'entreprise et la question du sens. Autrement dit, il faut pour le coup se reporter à quelque part la définition de ce qu'est une organisation, et donc une entreprise, c'est un ensemble de gens qui se rassemblent autour d'un projet commun. Autour d'un projet commun, et ce projet commun, il doit être clair, il doit avoir du sens et il doit être engageant. Et donc, ces sujets qui étaient des sujets finalement qui étaient déjà importants deviennent aujourd'hui complètement primordiaux pour pouvoir avancer. Alors, du coup, on le voit au travers de tout ce que j'ai pu dire. Tout ça, ça renforce finalement le rôle des soft skills. On voit que finalement, il n'y a pas eu de création de nouveaux soft skills, qu'on a plus finalement un changement de la pondération de l'importance de ces derniers au sein des métiers, modulo une petite exception qui va toucher à la data et à l'IA, qui pour le coup, et je vais revenir dessus, nécessite l'acquisition d'un socle complémentaire de soft skills bien à part entière qui va convenir de développer dans les prochaines années. Alors, si on regarde finalement les soft skills qui sont des soft skills incontournables à renforcer et à maintenir.
Alors vous allez, je pense que ça ne va pas vous surprendre, hein, vous allez en trouver un certain nombre qui étaient déjà dans l'étude qu'on a faite il y a quelques années sur les métiers du secteur bancaire à horizon 2025 et leur évolution. Donc je vais passer très rapidement dessus, l'apprentissage permanent, la capacité d'adaptation, la coopération, la transversalité, ce qui est encore plus fort dans un contexte où en fait on a l'unité de lieu, voire même l'unité de temps a été cassée dans les relations au travail. Et puis la communication et l'impact. Alors la communication de ce point de vue-là, là aussi, est un petit peu protéiforme. La communication, certes, au travers des différents outils de communication, en particulier digitaux, mais aussi au travers de choses toutes simples et toutes bêtes, hein, comme la maîtrise de l'écrit, la maîtrise de la syntaxe, qui, à partir du moment où on est à distance, devient de plus en plus importante pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je ferai simplement un focus rapide, mais un focus quand même sur l'aisance digitale, j'en ai parlé. Apprendre naturellement de façon beaucoup plus vaste, hein, que la capacité à se connecter à Teams ou à Zoom ou autre, ou même aux outils métiers, mais plus en fait sur la plasticité mentale que nécessite l'utilisation de ces outils pour pouvoir s'adapter à des conditions qui sont celles qu'on connaît. Et enfin, la gestion du temps et l'organisation personnelle, qui là est un des grands apprentissages de la crise Covid, puisqu'on a vu que la manière dont le confinement a été vécu par les différents collaborateurs a été très très différent en fonction voilà, de leur capacité à s'organiser, en particulier à s'organiser personnellement. Voilà, on a eu des gens qui ont su très très bien gérer dès le départ, d'autres qui se sont finalement désorganisés, qui n'avaient plus finalement de journée de travail. On avait une espèce de déstructuration des temps de travail, et puis derrière, tout ce que ça a pu apporter, j'allais dire, en termes de risques psychosociaux et de fragilité embarquée. En termes de soft skills à maintenir, ça ne vous surprendra pas, vous retrouverez la résolution de problèmes complexes, puisque l'alternance de temps de présentiel et de distanciel a comme effet naturellement de complexifier encore les modes de fonctionnement et les relations au sein de l'organisation. Je passerai maintenant aux soft skills liés à la data et à l'IA. Alors, on va avoir finalement deux types de soft skills. On va avoir des soft skills qui vont plus être concerner les managers, les fonctions support et les IT, qui vont plutôt être centrés sur la capacité à comprendre et surtout à utiliser les données dans leur prise de décision, et en particulier dans la prise de décision au quotidien. Ensuite, pour tous, on va avoir un certain nombre de comportements qu'il va falloir développer, à la fois l'esprit critique, puisqu'en fait ce n'est pas parce qu'un système et qu'une intelligence artificielle et qu'une algorithme, aussi bonne soit-elle, donne un résultat, qu'elle ne mérite pas d'être contextualisée, et que ça doit couper l'esprit critique, le contrôle, et la capacité à saisir des données, puisque la qualité de la donnée, à partir du moment où on rentre dans des logiques d'algorithmes, la qualité de la donnée est absolument clé. Et donc, la capacité à fournir de la donnée de qualité, donc la question de la rigueur, se pose avec une acuité particulièrement forte. En d'autres termes, et si je devais résumer ça, il faudrait pour bien faire remplacer les mots d'IA par les mots d'AD, aide à la décision, et on est bien rentré dans ce monde-là. Et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de l'intelligence qui va se substituer à l'intelligence humaine, mais plus des systèmes qui vont aider à prendre la décision, ce qui nécessite rigueur, esprit critique et capacité de contrôle. Alors, naturellement, ça ne vous étonnera pas, dans tout ça, je l'ai déjà un peu dit dans l'introduction, le manager joue un rôle clé
Il va jouer un rôle clé au travers de l'organisation des rythmes et de la vie de son équipe, à la fois dans l'articulation des temps, dans la manière dont il va pouvoir organiser, donner des objectifs à chacun et faire en sorte que l'équipe fonctionne. C'est lui qui a la lourde charge de donner du sens au présentiel, mais aussi au distanciel, au travers finalement d'une capacité qu'il doit avoir à expliquer les grandes orientations qui sont les orientations stratégiques, les objectifs, la manière dont elles s'inscrivent en lien avec les objectifs de son entité, et puis naturellement les aspirations personnelles qui sont devenues de plus en plus fortes dans notre organisation. Et puis c'est lui qui est en première ligne pour détecter les fragilités, sachant que les choses qui pouvaient se sentir d'une façon intuitive, quasiment animale en présentiel, eh bien, forcément, doivent être senties de façon plus fine à partir du moment où on est en distanciel. Alors, du coup, tout ça, ça fait que ces managers, il va falloir qu'ils développent 5 soft skills, dont je vous laisse, puisqu'ils sont affichés, prendre connaissance. Donc je ferai juste quelques commentaires par rapport finalement à ces pauvres managers, à savoir que, quelque part, quand on voit qu'ils doivent donner du sens, manager par la confiance, animer le collectif, accompagner les transformations et développer les compétences des équipes et de façon individuelle, quand on sait que la reconnaissance aujourd'hui sociale et que le sentiment d'accomplissement passe, et c'est une évolution sociétale forte, par de moins en moins par l'accomplissement au travers du travail. Quand on voit que les différences parfois de salaire entre les managers de proximité et leurs collaborateurs est assez faible, et quand on voit que finalement nous sommes de plus en plus rentrés dans un monde qu'on pourrait qualifier d'hédoniste, on peut se poser objectivement la question des vocations. Alors déjà, nombre d'établissements voient que c'est une question qui est à gérer. Mais il faut s'attendre à ce que demain, ça devienne un problème qui soit un problème central des organisations, et l'aplatissement des pyramides hiérarchiques ne suffira pas, sans aucun doute, à gérer ce sujet-là. Voilà. Donc tout ça, finalement, ça nous amène, et ça ne va pas vous surprendre, à devoir travailler sur les compétences de conduite du changement. Alors, à la fois, puisque vous le voyez, on n'a pas vu au travers de cette crise émerger de nouveaux métiers, on a plus vu finalement l'expression de ces nouveaux métiers évoluer, donc à la fois dans une logique d'évolution des métiers existants, mais aussi, plus généralement, dans l'accompagnement de la transformation pour arriver à construire les organisations de demain. Voilà, et donc j'en terminerai en miroir par rapport à ce que je viens de dire. Au sein des métiers existants, on va avoir un renforcement du rôle des RH, qui pour le coup devient un des piliers de la mise en place de la stratégie de l'entreprise, quand il ne l'était pas déjà, mais en tout cas c'est quelque chose qui, là aujourd'hui, devient absolument incontournable. La nécessité de renforcer le rôle d'accompagnateur de la transformation pour les managers, et de les outiller, on va revenir dessus tout à l'heure. Et puis, naturellement, on voit de nouveaux métiers d'expertise et de pédagogie qui vont sans doute connaître une croissance plus forte dans les prochaines années, à savoir tout ce qui va être lié à l'expertise et à la formation digitale, aux coachs et à l'animateur de réunion, aux animations de réunion, aux référents sur les pratiques de méthode de travail et à tout ce qui va toucher à la facilitation. Voilà, j'en ai terminé avec cette synthèse. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie, j'allais dire, plus opérationnelle et au retour d'expérience faite par les 3 entreprises que j'ai nommées en introduction. Voilà, merci. Merci Jean-Bernard. Du coup,
En fin de séquence, vous pourrez du coup poser vos questions et vous pouvez déjà commencer à jouer. Pour ceux qui sont sur Teams, vous avez en fait un QR code qui vous permet de scanner à l'écran. Il est affiché et vous avez juste à le prendre en photo avec votre smartphone et ça va vous permettre en fait d'accéder au système pour poser des questions. Ceux qui sont sur les autres plateformes, vous avez les chats qui sont à disposition et donc vous pouvez du coup nous poser les questions. On les prend au fur et à mesure et puis bien entendu on répondra en fin de séquence. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prochaine étape, qui est un retour d'expérience donc des 3 entreprises qui ont accepté de venir partager les bonnes pratiques et les initiatives qu'elles ont pu mettre en place dans leur organisation. Du coup, on va commencer par le retour d'expérience d'abord sur l'évaluation des soft skills. Ensuite, on aura un temps sur la manière de développer les soft skills et on terminera sur la manière d'accompagner nos managers et de les outiller pour qu'ils puissent finalement accompagner ce mouvement. J'accueille du coup sur le plateau nos 2 intervenantes. Donc, Carole Matarazzo, qui est du coup au Senior Talent Mobility Manager chez Engie. Bonjour. Et Laurence Binot, qui est donc chez Société Générale en charge du projet Posture et Management au niveau de la formation. Et puis nous avons 2 intervenantes à distance qui sont du coup du côté de Toulouse, chez Banque Populaire Occitane. Donc Émilie Sautillo, qui est en charge des projets de formation donc sur tout ce qui est compétences et management. Et puis Gaëlle Miquel, qui est responsable de la formation de Banque Populaire Occitane. Bonjour. Alors, avant de commencer, donc sur le premier sujet qui est finalement comment est-ce qu'on évalue les soft skills, c'était une grande question que les observatoires nous ont posée en fait assez rapidement en nous disant une fois qu'on s'est dit ça, voilà, on est quand même sur des concepts qui sont un peu loin de la vie opérationnelle de nos agences, de nos fonctions support. Comment les entreprises aujourd'hui évaluent ces soft skills? On voit que c'est quelque chose qui est crucial et on a en fait une vraie question sur comment mettre en place des dispositifs d'évaluation qui soient finalement objectifs sur un sujet qui est on a tous nos perceptions, comment est-ce qu'on crée quelque chose finalement, un thermomètre qui nous permet de connaître ces soft skills pour mieux les valoriser, que ce soit au moment du recrutement ou dans la vie du collaborateur et dans son développement. Au cours de l'étude, on a identifié 7 dispositifs qui permettent d'évaluer les soft skills. Bien entendu, l'entretien annuel que vous avez en vert sur la partie droite. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est utilisé par tout le monde. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises essayent de diversifier les systèmes de mesure, puisqu'on a notamment tout ce qui est feedback continu qui se développe beaucoup dans les entreprises et l'auto-évaluation. Sur le feedback continu, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait finalement des pratiques assez hétérogènes, des pratiques qui étaient très encadrées, d'autres qui étaient plus light ou avec des systèmes de verbatim ou autres, mais quelque part, quelle que soit la méthode employée, tous font le même constat. On a un sujet qui est que la maturité managériale du manager va avoir un impact extrêmement important. Et la maturité des collaborateurs, puisqu'en fait, dans le feedback, il y a la capacité aussi à accepter un feedback et finalement à l'intégrer pour se développer. Et on voit qu'on a certaines entreprises qui mettent la compétence, capacité à recevoir un feedback dans les compétences stratégiques attendues de tous les collaborateurs. L'auto-évaluation se développe aussi fortement depuis plusieurs années. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a un bénéfice extrêmement intéressant, c'est qu'elle permet de développer la conscience de soi, qui est la compétence qui va permettre aux collaborateurs de se mettre en mouvement pour derrière pouvoir faire une montée en compétences et développer ses compétences. L'évaluation par les pairs, donc ou 360, est utilisée dans quasiment toutes les entreprises, mais plutôt ciblée sur le top management, notamment parce qu'elle demande un débriefing, un accompagnement qu'il est compliqué de mettre en place sur des grandes populations à grande échelle. Et puis, on a 3 autres types de dispositifs.
Un premier qui est, je dirais, assez historique, qui est l'Assessment Center, qui a beaucoup été utilisé, notamment pour les top managers, où on va mettre les gens en situation et les observer pour derrière les accompagner. Et qui finalement se traduit aujourd'hui par tout ce qui est assessment digital, où on a des mises en situation qui vont être faites par des jeux, par des tests, etc., qui vont permettre finalement aux collaborateurs, un plus grand nombre de collaborateurs, d'accéder à ce type d'évaluation, avec aussi l'arrivée de la vidéo, donc les CV vidéo qui se développent et pour certains des moteurs d'IA qui vont derrière analyser le comportement des personnes et en déduire des soft skills, des capacités finalement, des savoir-être. Le dernier point, c'est les tests de personnalité qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés plutôt en recrutement ou en reconversion professionnelle et peu utilisé, je dirais, dans la vie du collaborateur, si ce n'est dans certains dispositifs de formation, où là c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, en amont d'une formation, on fait ces tests psychométriques et derrière, on a un débriefing, un travail parfois en commun au niveau des équipes qui vont permettre une montée en compétences. J'ai beaucoup parlé, j'ai présenté 7 types de dispositifs. Carole, comment ça se passe chez Engie ? Alors, en effet, chez Engie, on va retrouver tous ces types, tous ces dispositifs, mais à des moments en effet différents de la vie du collaborateur entre le recrutement ou son évaluation au quotidien, quoi. Tout d'abord, comme le montre votre étude, le premier moment qui va être un moment plutôt de synthèse, c'est au moment de l'entretien annuel. Au moment de l'entretien annuel, on va, par rapport aux objectifs, en faire le point sur les réussites, sur comment ça s'est passé, en s'appuyant sur l'auto-évaluation du collaborateur. On va confronter justement les avis du manager et du collaborateur et puis voir quel plan de développement on peut en retirer. Alors maintenant, il y a beaucoup de soft skills, on l'a vu au départ, et donc il faut bien savoir sur quoi on évalue. Au sein d'Engie, on a décidé de s'appuyer sur 5 comportements clés qui sont engage, comment je m'engage, comment je développe ça. La priorisation, comment je priorise. Et puis le troisième, c'est comment je collabore avec mes pairs, avec d'autres personnes, d'autres fonctions. Le quatrième, c'est comment je délivre, parce qu'on est très focus business, ce qui va être le 5e. Et donc, ça va être comment j'aboutis sur des résultats concrets. Comment je vais agir et obtenir ces résultats. Voilà. C'est une autre manière d'évaluer, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est le feedback. Et le feedback, il va se faire, l'entretien annuel, ça va être une synthèse de tous les feedbacks qu'on a construits au fur et à mesure de l'année. Et en particulier sur les soft skills, on va s'appuyer sur une méthode où on va aller chercher des exemples très concrets. C'est-à-dire qu'une compétence, on va la démontrer à partir d'un événement, d'une situation, et on va décortiquer la situation. Quel en était le contexte? Quel était l'enjeu? Qu'est-ce que la personne avait en matière de mission et de responsabilité? Avec qui elle a interagi? Ça permet d'identifier la maturité de la compétence. Et donc, on va aller voir sur lui quelle analyse il fait, les difficultés qu'il a rencontrées, qu'est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il a pris du plaisir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est surtout compétent là où on prend du plaisir. Également, je peux partager une autre méthode qu'on utilise, c'est bien sûr les tests. On va les utiliser. On a des entités, alors toutes les entités du groupe Engie n'utilisent pas forcément ces tests. On va les avoir dans des configurations plutôt de recrutement. Et là, on a 2 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est le débrief. Les tests n'ont d'intérêt qu'en attirant l'attention du recruteur, en le questionnant, et charge à lui d'avoir cette qualité de questionnement avec le candidat pour confronter les avis, s'appuyer sur des exemples bien réels et du coup identifier et préparer les plans d'action. Le deuxième point, on va l'utiliser aussi dans le monde de la data. Dans la data, on utilise beaucoup les tests, déjà pour avoir des appétences au départ, et puis ça permet de pré-recruter à ce niveau-là, surtout sur des comportements d'analyse, de compréhension des sujets, mais aussi d'interaction avec les différents métiers, et c'est important dans le domaine IT et data.
Et enfin, on va aussi utiliser, alors nous on a fait dans le recrutement une petite expérience qui est plutôt innovante, hein. C'est qu'on a décidé de recruter sur les appétences et nous avons suivi nos techniciens, population sur laquelle on a du mal à recruter. On les a suivis, on a identifié toutes les attitudes qui étaient nécessaires de mobiliser pour être un bon technicien. Et puis, on a construit des ateliers qui reproduisent ces comportements-là, ces attitudes. On leur a demandé de passer sur ces ateliers, on les a chronométrés, on leur a demandé est-ce qu'à leur avis c'était pertinent ou pas. On les a vraiment intégrés dans ce mode de recrutement. Et puis après, on a décidé avec Pôle emploi de faire appel à toutes les personnes qui étaient intéressées par le monde de l'énergie. Et là-dessus, on leur a d'abord présenté notre entreprise pour savoir si eux, ils avaient envie de venir et travailler avec nous. Et ils sont passés sur ces ateliers sans que nous ayons connaissance de leur CV, sans que nous ayons connaissance de leur bagage, de leur histoire. Et on s'était engagé à ce que toute personne qui réussissait à ces ateliers, on les avait en recrutement sans leur CV. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous leur faites faire en atelier pour révéler les soft skills ? Alors, je vais vous prendre un exemple. Quand on est technicien, on a besoin de se repérer par un plan, on a besoin de respecter des consignes, on a besoin, par exemple, de choisir le bon outil. Tout simplement, c'est ce qu'on fait. On reproduit, j'ai envie de dire, alors on gamifie un peu, j'ai pas envie de faire quelque chose de très enfantin, mais on a moyen un petit peu comme les mécanos qu'on a pu connaître. On va reproduire de manière à ce qu'il y ait une lecture de plan, qu'il y ait des choix d'outils, qu'il y ait une interaction avec d'autres personnes qui vont jouer le jeu. Et donc, c'est ça que nous analysons après. Et c'est très intéressant parce que nous avons eu, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, nous avons un boulanger de 45 ans qui est devenu 1 an après notre meilleur collaborateur sur cette équipe-là. Et jamais, dans le mode classique de recrutement, nous aurions recruté cette personne. Très intéressant. Et du coup, vous, pour le Covid, vous avez digitalisé cette pratique ou vous êtes que sur des ateliers présentiels ? Alors, sur cette pratique, on est plutôt, ça dépend des populations. Avec le monde technique, nous restons sur le présentiel, quoique notre entité belge a expérimenté, parce qu'en Belgique, ils ont une complexité, c'est que il y a une telle recherche de techniciens, grosso modo, si vous ne donnez pas une réponse dans les 2 jours, vous perdez votre candidat. Ils ont digitalisé tout le processus en le gamifiant et du coup, un candidat, il va tout de suite rentrer dans un espace, il va avoir une présélection avec l'aide de l'IA et s'il dépasse déjà cette première étape, il accède à un planning et c'est lui qui va fixer le rendez-vous directement avec le manager et le recruteur. Très intéressant. Du coup, c'est un recrutement en 2 jours. Plutôt efficace. Plutôt efficace. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange avec nos amis de Toulouse, de Banque Populaire Occitane. Émilie, vous avez chez Banque Populaire Occitane mis en place un dispositif basé sur du self-assessment, donc de l'auto-évaluation assez innovant. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, Carole. Tout d'abord, pour mettre en place ce dispositif d'évaluation, la banque a mis en place des référentiels de compétences métiers. Ces référentiels sont basés pour chaque compétence sur 4 niveaux d'évaluation progressifs. Et donc, cela afin que les attendus de tous nos métiers soient cohérents en transversalité. Si, par exemple, on prend la compétence communiquer à l'oral, qui est mobilisée dans différents métiers, mais par exemple, si on est conseiller de clientèle, on va relationner avec nos clients, aussi intervenir en réunion ou pourquoi pas intervenir dans le cadre d'un groupe de travail. Et donc, le niveau sera différent de celui de l'un de nos membres dirigeants du comité de direction qui, lui, est amené à intervenir devant de larges auditoires. Donc, ce référentiel de compétences, il est le socle en fait de l'évaluation de compétences. Et donc, pour plus particulièrement les soft skills, nos collaborateurs utilisent l'auto-évaluation. Donc, c'est eux-mêmes qui vont définir quel est le niveau sur la compétence. Et afin de les aider, nous leur avons mis à disposition des grilles en fait d'observables avec des éléments factuels sur chacun des niveaux.
Et ensuite, en fait, le collaborateur en co-construction avec son manager, en fait, ils vont échanger ensemble et définir le niveau de compétences retenues. Pour en fait matérialiser tout ceci, on a lancé une application qui s'appelle Mon parcours compétences et qui permet de s'auto-évaluer de manière ludique à partir d'un système d'étoiles et de likes. Super. Et du coup, vous avez des exemples de faits observables pour un peu illustrer, par exemple sur la communication, qu'est-ce que vous proposez comme élément concret pour que les opérationnels puissent se projeter finalement dans ce qu'on attend d'eux? En fait, on leur donne des grilles, de lecture. Donc, si on prend par exemple la compétence, d'animation, d'équipe, du coup pour chaque, niveau de 1 à 4, le collaborateur va avoir des éléments factuels. Donc par exemple, moi je vais plutôt me positionner en niveau 1 si, je suis, capable de définir, l'objectif de ma réunion et d'organiser des réunions, de type descendante ou de restitution d'informations. Je me positionnerai à un niveau 2 si je maîtrise les techniques de construction et d'animation en participatif. Ce sera plutôt du niveau 3 si je maîtrise le collaboratif. Et enfin, je vais m'auto-évaluer au niveau 4 si en fait je maîtrise toutes ces techniques au point de pouvoir en fait faire monter en compétence soit mes collaborateurs, soit mes pairs. Donc ce sont ces éléments en fait de grille de lecture qui sont à disposition de nos collaborateurs. Merci Émilie pour ce partage. Laurence, côté Société Générale, vous avez mis aussi en place un système de self-assessment comme Banque Populaire Occitane, mais vous l'avez complété par un dispositif de coaching de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Merci Carole. Effectivement, chez Société Générale, nous avons déployé un système qui s'appelle Mondial, une démarche et un outil qui permettent à la fois aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur tout ce qui est soft skills et aussi de compléter avec des quiz plus techniques sur les expertises métiers. Et pour accompagner ce déploiement, nous avons aussi déployé un dispositif de coaching de proximité, donc avec le manager direct, qui permet d'accompagner l'évolution des postures individuelles. Donc ce dispositif s'intègre dans un cadre beaucoup plus global qui s'appelle le programme Excellence Client, qui est un programme que nous avons lancé en 2019, qui s'appuie sur 3 piliers. La satisfaction client, bien entendu, le client est au cœur de notre activité. La production, parce que nous avons des objectifs de production à atteindre, et puis les collaborateurs, à la fois sur leurs compétences métiers et sur leur qualité de vie au travail. Donc, nous avons lancé ce programme en 2019, nous avons lancé plusieurs saisons, nous avons un peu joué Netflix à la Société Générale, nous sommes aujourd'hui à la 4e saison pour tout d'abord initier la démarche, vraiment l'ancrer et puis l'approfondir. Alors ce dispositif place le manager véritablement au cœur du développement des compétences des collaborateurs. Il a un rôle particulier dans ce coaching de proximité qu'il va lui-même accompagner avec ses collaborateurs pour justement évaluer les soft skills en situation de travail, sur des situations réelles. Donc on a créé et travaillé sur des grilles de faits véritablement observables et factuels liés aux métiers et aux rituels particuliers des différents métiers de la banque pour justement pouvoir identifier ces compétences. Donc ces grilles sont basées sur des pratiques métiers. Par exemple, pour un manager, cela va concerner tout ce qui concerne l'aspect collectif, les réunions d'équipe, les comités synergie, ou pour un conseiller, tout ce qui tourne autour de l'entretien client, bien entendu. Donc ce coaching se passe en 3 étapes. Une étape de préparation, tout d'abord, où il y a un choix entre le manager et son collaborateur, de l'acte à évaluer, du rendez-vous client à choisir et des éléments sur lesquels on va particulièrement suivre pendant cette observation. Ensuite, une deuxième étape, l'observation. Et là, très important, le manager est en retrait, il se contente d'observer et n'intervient pas pendant cette étape. Et ensuite, en dernière étape, la 3e étape, le débrief. Donc le débrief se déroule en plusieurs parties. Tout d'abord un auto-positionnement par le collaborateur qui va lui-même s'auto-évaluer sur les différentes grilles et sur les différents actes de la grille. Le manager va amener son regard croisé en établissant également une évaluation sur cette même grille, sur cette même liste de faits, pour identifier à la fin des points forts, des points d'amélioration et un plan d'action à mettre en œuvre. Et toutes ces listes de compétences sont basées sur des faits véritablement observables, parce que tout à l'heure, vous le soulignez,
C'est un peu la difficulté des soft skills qui sont parfois compliquées à évaluer. Donc on a vraiment identifié des marqueurs, des étapes principales, factuelles, pour vraiment objectiver cette évaluation. Et vous avez des exemples ? Oui, tout à fait. Par exemple, pour un conseiller, nous avons une démarche complète d'accompagnement et d'accueil des clients, où il doit par exemple appeler le client par son nom dès le début de l'entretien. Il doit à une certaine étape reformuler les besoins clients. Il doit par exemple traiter les objections avec une méthode qui s'appelle la méthode ACT, accepter, creuser, traiter. Et puis par exemple faire le check qualité à la fin de l'entretien et une demande de recommandation. Pour un manager, nous avons identifié également d'autres éléments, que ce soit sur les pratiques collectives ou les pratiques individuelles. Tout à l'heure, on parlait d'ordre du jour, de préparation. Donc, lorsqu'il doit faire une réunion, lorsqu'il travaille sur ces éléments, il doit bien entendu préparer cette réunion, envoyer l'ordre du jour. Il doit veiller, par exemple, à ce que la réunion soit participative, que tous les collaborateurs interviennent au fur et à mesure de la réunion. Il doit aussi établir des objectifs SMART et, par exemple, en entretien individuel, veiller à laisser 70% du temps de parole aux collaborateurs. Donc, tous ces faits observables sont ensuite regroupés en compétences, en grille de compétences, pour faciliter le suivi et la mise en œuvre. Merci Laurence pour ce partage. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la séquence suivante, savoir en fait quels sont finalement les moyens de développer, de booster les soft skills. Pour petit rappel, on a en fin de séquence une question-réponse, donc si vous pouvez nous continuer à poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Laurence, du coup, en fin de coaching, j'identifie les axes de développement de mon collaborateur. Comment ça se passe et après, quels sont les types de formations que je vais mettre en place ou types d'actions, puisqu'il n'y a pas que forcément de la formation? Eh bien, tout d'abord, avant d'identifier les points d'amélioration d'un collaborateur, il faut d'abord identifier ses forces. Enfin, j'irais même jusqu'à dire d'abord lui faire identifier par lui-même ses forces, ses atouts, afin de le valoriser, pour appuyer vraiment ces éléments. Je pense qu'en France, on n'est pas toujours dans cette optique de management appréciatif ou de vision appréciative, donc c'est très important d'appuyer sur cette partie-là. Et ensuite, on identifie des points d'amélioration, et je dis 1 à 2 points d'amélioration maximum. On ne court pas plusieurs lièvres à la fois, on est vraiment dans une démarche de petits pas d'amélioration, marche par marche, on monte un escalier pour atteindre ses compétences. Alors, bien entendu, ces améliorations ne s'inscrivent pas one shot, ce n'est pas un seul moment, ça s'inscrit dans le temps, au fur et à mesure des coachings, des entretiens individuels entre un manager et son collaborateur, et on propose différents types de formations ou d'actions à la fin de ce coaching et de ce débriefing, et qui ne sont pas forcément que liées à de la formation. On propose effectivement des formations qui sont en liaison avec le point amélioré, mais on peut proposer aussi des accompagnements avec des experts spécialisés, des experts soit sur des thématiques bancaires, soit sur de la posture. On propose aussi d'autres coachings pour travailler toujours ce point avec le collaborateur dans un deuxième temps. On peut proposer aussi du compagnonnage. On parle beaucoup de travail avec les pairs, donc de travailler ensemble, d'observer ou d'identifier des éléments avec un de ses conseillers de l'agence, par exemple. Ou bien tout simplement d'autres éléments qui sont à la main du collaborateur. Je vais prendre un exemple. Un collaborateur qui, à la fin de son entretien client, a oublié de faire le check qualité, eh bien, il doit se noter que justement, lors d'un prochain entretien, il doit essayer de faire ce check, ne pas l'oublier et bien entendu le répéter pour ancrer cette posture. Donc ces formations aujourd'hui, après un déploiement dont je vous parlais au début, qui était un déploiement assez massif avec des formations larges, et puis somme toute assez classique, nous avons maintenant identifié des formations beaucoup plus personnalisées en fonction des besoins qui sont justement issus de ces coachings et de ces identifications de points d'amélioration pour proposer des éléments à la carte en fonction des situations. Si je prends par exemple un manager, aujourd'hui nous allons lui proposer des formations sur le feedback, sur les résolutions de problèmes en individuel, sur comment gérer les problèmes en collectif, comment créer de la co-construction, etc. Et puis si on s'adresse à des conseillers, tout ce qui est posture commerciale, on va travailler par exemple sur comment utiliser la démarche DISC, qui est une démarche de personnalité autour de la communication avec son client en entretien, ou des éléments peut-être un peu plus génériques pour lui faire un peu prendre de hauteur, comme oser et gagner en confiance, en légitimité face à des clients.
Et du coup, pour animer la démarche, vous avez lancé une approche autour d'un coaching égal un arbre planté? Tout à fait. C'est un petit clin d'œil que nous avons lancé. Et bien entendu, nous sommes engagés dans tout ce qui concerne le RSE. Mais là, c'est au-delà même de cet aspect-là, c'est vraiment le lien entre la symbolique de l'arbre, de la graine qui germe, qui grandit, qui pousse, et puis les collaborateurs que l'on aide à grandir en développant leurs compétences. Merci pour ce retour d'expérience. Carole, chez Engie, comment vous faites pour développer les soft skills? Alors, là aussi, on va s'adapter en fonction du type de soft skills qu'on veut développer. Et tout à l'heure, on a parlé de l'impact du Covid. Vous avez mis en exergue le besoin d'avoir cette culture digitale. Et c'est vrai que ça a été un accélérateur à ce moment-là. Je vais citer un exemple qui, je pense, symbolise bien ce travail entre pairs et le fait de se former. Entre nous, on a mis en place une équipe a été dédiée pendant tout au long de la période du Covid et aujourd'hui c'est devenu finalement c'est ancré dans nos mœurs. C'est un rendez-vous tout simplement 2 fois par semaine avec la possibilité de développer sa culture digitale et donc de travailler mais avec un objectif bien précis. Donc on a pour le moment 4 grandes thématiques, la communication, la productivité, la collaboration et l'agilité. Et donc, on va mettre à l'honneur une des thématiques, tous les outils, parce qu'à un moment donné, il faut aussi outiller et être agile. Et c'est vrai qu'on va pouvoir être agile dans nos comportements si on maîtrise techniquement aussi les outils. Et donc, on a ce qu'on appelle les day-to-day. Donc, c'est un rendez-vous de 2 heures sur lequel on va approfondir une technique et comment l'utiliser dans notre quotidien, dans notre pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rendez-vous qui est ouvert. Donc, vous pouvez avoir 100, 200 personnes qui vont se retrouver sur ce jour-là. C'est forcément, bien sûr, en digital. Vous avez un animateur qui, lui, a la technicité et va partager. Et puis, ça se fait uniquement sur du question-réponse. Tiens, moi, j'ai besoin de ça, comment tu fais ? Et donc, c'est toute la communauté qui, finalement, devient à la fois formateur et apprenant. Et donc, on travaille beaucoup sur ce concept-là, où chacun peut aussi, à un moment donné, partager une capsule pédagogique avec la communauté pour partager ses connaissances, puisqu'on sait bien qu'on ancre aussi les compétences quand soi-même, on devient formateur et qu'on est capable de la transmettre. Donc, ça, on travaille beaucoup sur cette pratique pour développer justement les soft skills. Intéressant. Donc du coup, beaucoup de co-développement, du digital, et puis ce côté rendez-vous récurrent pour que finalement, quand je peux et que je veux me former, j'ai accès à des partages de pratiques. Tout à fait, c'est ça. C'est le besoin de se dire, c'est pas forcément beaucoup d'un seul coup, mais c'est ce concept un peu comme une langue. C'est parce que je pratique quotidiennement un petit peu, mes fameuses 5 minutes. Je vais petit à petit l'ancrer dans mes pratiques, je vais m'outiller, je vais être à l'aise, je vais explorer. Et il y a cette notion aussi, c'est que j'explore. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va construire, on a la possibilité de faire valider par contre sa formation. C'est-à-dire que vous avez un outil qui est proposé, vous allez travailler dessus et il y a comment je l'utilise, c'est pas simplement techniquement la maîtrise de l'outil. Et au final, on a un parcours et à la fin, c'est certifiant, c'est-à-dire qu'on a un dossier à rendre qu'on va présenter à la communauté, on va le mettre en pratique et donc l'équipe qui est en charge d'animer ce day-to-day, eux vont délivrer une certification au regard de la réussite, bien sûr, de l'exercice qui a été confié, quoi. Et finalement, les gens après affichent leur badge. Donc, il y a un esprit aussi de valorisation. Exactement, ce qui permet jusqu'au bout d'encourager et de faire reconnaître aussi l'effort qui a été fourni. Bien sûr, c'est important. Côté Banque Populaire Occitane, Émilie, qu'est-ce que vous faites pour développer les soft skills? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dispositifs que vous avez mis en place? Bien, tout d'abord, on a intégré une bibliothèque complète de formations en digital learning qui sont à disposition de nos collaborateurs.
Ainsi, en fait, quel que soit mon métier, j'ai aujourd'hui la possibilité d'accéder à un premier niveau d'acculturation pour découvrir un sujet. Donc, par exemple, si on reprend la compétence d'animation d'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, je vais pouvoir accéder à des contenus de formation sur la conduite de réunions efficaces, la gestion du temps ou encore, par exemple, l'analyse transactionnelle. Ensuite, en fonction de mon niveau et de mon métier, il est possible pour moi de travailler de manière plus poussée la soft skills en question, soit en collectif ou en individuel. Donc en collectif, ça va être soit sous forme de présentiel, d'ateliers, de classes virtuelles. Et ça va me permettre de comprendre les concepts et de commencer à travailler le geste. Et ensuite, je vais aussi pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel, donc en AFEST. Et dans ce cas-là, je vais avoir bénéficié de l'accompagnement d'un expert pour travailler mon propre geste. Dans le cadre de la FEST, ça va permettre à l'expert et à mon manager également de m'évaluer sur la compétence avant et après la formation. Donc, par exemple, si je reprends l'animation d'équipe, donc si je suis un collaborateur qui, par exemple, est référent sur un sujet donné, ou alors parce que je gère un projet, je vais avoir la possibilité de m'inscrire à une formation en atelier, en petit groupe, pour me former aux différentes techniques de facilitation. Et ça me permettra donc de maîtriser les fondamentaux d'une réunion participative et aussi de pouvoir produire mon premier atelier. Merci Émilie pour ce retour. Un point qui est important que l'étude a révélé, c'est que finalement, pour se former aux soft skills, il y a quand même deux choses qui sont importantes, c'est qu'elles soient contextualisées au métier. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez toutes les trois dites dans les exemples. On est sur des choses qui doivent être opérationnelles. Et notamment en agence, on voit que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui soit ancré dans l'entretien client et dans l'action quotidienne pour finalement que ce soit quelque chose qui puisse permettre un développement de compétences. Et après, bien sûr, sur les actes managériaux, de pouvoir contextualiser c'est quoi un feedback, qu'est-ce qu'on attend et accompagner les collaborateurs et les managers sur ce développement. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième séquence autour justement du développement des managers, puisqu'en fait, comme l'a dit Jean-Bernard en introduction, l'un des enseignements de cette étude, c'est qu'on attend beaucoup de nos managers et qu'ils sont clés pour la réussite du développement des soft skills dans l'entreprise. Alors, du coup, justement, nos managers, qu'est-ce qu'on en attend? Alors, Jean-Bernard a montré les 5 grandes soft skills attendues des managers, mais dans ce dispositif de montée en compétences, on va en attendre beaucoup, puisqu'en fait, si on se dit, si on essaye de définir, voilà, c'est quoi un manager coach, le fameux mot qu'on entend beaucoup dans les entreprises, d'ailleurs qui fait réagir certains managers qui nous regardent en disant « moi je ne suis pas coach, je suis manager » et déjà c'est assez suffisant. Coach c'est un vrai métier. Et du coup en fait on a écrit les différentes compétences, sous-compétences qui sont liées à ce manager coach. Pourquoi? Parce que en fait c'est ça qui va permettre derrière de mettre en place un dispositif qui permet la montée en compétences de nos managers sur le sujet. Le premier point c'est qu'ils soient en capacité d'analyser, et c'est ce que vous décriviez à l'instant, d'analyser une situation, de comprendre le contexte de mise en œuvre d'une compétence pour pouvoir derrière finalement définir des axes d'amélioration qui soient opérationnels et qui permettent aux collaborateurs de progresser. Donc ça c'est tout ce qui est feedback, la pratique du feedback qui pour le coup est aujourd'hui unanimement reconnue comme utile pour développer les soft skills mais qui s'apprend. Le deuxième sujet, c'est d'encadrer les démarches de montée en compétences. Alors, les entreprises qu'on a pu rencontrer utilisent différents outils. Là, on a mis la grille qui est utilisée notamment dans les démarches de coaching. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les entreprises aujourd'hui forment leurs managers pour qu'ils soient en capacité, effectivement, de mettre en place des pratiques de coaching à leur niveau pour accompagner leurs équipes. L'autre point qui est important, c'est bien sûr de fixer des objectifs de montée en compétences et d'organiser l'accompagnement dans le temps. Et ça, c'est un point important. Les soft skills, on ne les développe pas en 2 minutes. Et donc, du coup, ça ne sert à rien de se dire on va envoyer quelqu'un en formation, il va ressortir, il va être hyper bon. Là, pour le coup, on a une question de rythme. La stratégie des petits pas dont parlait Laurence, de rythmer tout ça.
Et donc, pour faire ça, les entreprises aujourd'hui développent quelque chose d'assez simple, c'est un plan de développement individualisé qui est souvent digitalisé et qui va finalement, en fonction des objectifs de montée en compétences, permettre aux managers de définir des actions de développement. J'ai bien dit actions de développement parce qu'en fait, on sait que la formation est un levier, mais pas que. Le coaching opérationnel en est un, l'accompagnement, le co-développement dont on a parlé, il y a plein de choses qui existent. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est en train de bouger dans les entreprises. Le digital, qu'est-ce qu'il apporte dans ces moments-là? C'est surtout le fait que le manager n'a pas à connaître tout le plan de formation de l'entreprise, puisqu'il y a des catalogues qui sont énormes, mais va avoir finalement, en fonction de l'axe de développement qu'il a identifié pour son collaborateur, des propositions qui vont lui permettre de proposer des choses à son collaborateur. Ensuite, il va falloir qu'il accompagne. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui a beaucoup été utilisé, enfin beaucoup été déployé dans les entreprises à l'occasion du Covid. C'est des techniques d'écoute active. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des techniques à mettre en œuvre. Après, il faut bien sûr le mettre en œuvre. Mais pour le coup, il y a eu beaucoup de formations là, pendant cette période de Covid sur l'écoute active, tout simplement parce qu'on a aussi demandé à nos managers de détecter des risques psychosociaux et que c'est une technique qui est importante à développer. Écoute active, reformulation. Et donc là, il y a beaucoup de dispositifs de formation qui ont été mis en place et qui continuent d'être déployés là-dessus. Et enfin, inciter à l'action et faire face aux résistances. Donc là, on forme les managers aujourd'hui à tout ce qui est processus d'accompagnement au changement, de manière à ce qu'ils prennent en compte, ne serait-ce que la courbe de deuil qui est beaucoup enseignée, mais qui aujourd'hui, et souvent on l'oublie. Et donc ce sont des choses qui sont réapprises finalement à nos managers pour qu'ils puissent prendre cette posture d'accompagnant et qu'ils puissent finalement devenir la clé de voûte de développement de ces soft skills qu'on attend tous et qui sont en capacité d'évaluer, d'accompagner et de reconnaître ces soft skills. Gaëlle, côté Banque Populaire Occitane, comment est-ce que vous accompagnez vos managers pour qu'ils aient ce changement de posture et qu'ils puissent effectivement accompagner le développement des compétences de leurs équipes? Donc, on a mis plusieurs dispositifs en place qui concernent uniquement les managers. Donc, ils ont déjà un référentiel de compétences qui leur est dédié et qui a été élaboré en 4 blocs. Donc, le manager par rapport à lui-même, le manager par rapport à son collaborateur, et c'est dans ce bloc-là qu'on retrouve le manager en posture coach. Donc, comment il utilise les outils du coach. C'est pas un coach lui-même, mais il peut utiliser les outils. Dans le 3e bloc, le manager par rapport à l'équipe, donc notamment en posture de facilitateur. Et en dernier bloc, le manager face à son environnement, au système, et notamment tout ce qui est conduite du changement, du télétravail, etc. Dans un second temps, on les aide à co-construire les plans individuels de compétences de leurs collaborateurs. En premier lieu, on leur a demandé d'élaborer leur propre plan individuel pour qu'ils le comprennent, qu'ils s'approprient la démarche. Et ils ont été accompagnés de conseillers de formation. Ce sont des référents RH qui sont spécialisés sur la pédagogie et la compétence. Et ensuite, on leur a mis en place une formation qui s'appelle Manager l'apprentissage. Et ils travaillent à la compétence, donc la formation en amont. Donc, comment je co-construis le plan individuel de mon collaborateur, mais également en aval. Il y a une formation et qu'est-ce qui se passe après, comment j'accompagne mon collaborateur. Et enfin, on leur a laissé un espace. L'idée, c'est qu'ils puissent mieux se connaître. Et pour ça, on leur donne un outil d'évaluation qui s'appelle le DISC. Ils peuvent faire leur propre profil. Et on a certifié 3 coachs en interne qui débriefent ces profils, notamment sur leur zone de confort, leur zone d'inconfort. Et ensuite, qui leur permettent de travailler la posture en séance de coaching interne. Donc, ils peuvent avoir 8 séances de coaching et donc c'est encadré, même si c'est une démarche volontaire, et ils ont pour ça un contrat de coaching et un objectif général. Voilà. Et enfin, on leur met une plateforme à disposition où ils partagent des outils et des bonnes pratiques. Et quelles ont été les principales difficultés dans ce déploiement de formation dont vous parlez ? Alors, dans le déploiement de formation, on n'a pas eu de difficultés particulières puisqu'on a essayé un maximum de les accompagner avec les conseillers de formation et d'individualiser, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Plutôt que de faire des formations de masse, on a fait des formations plus à la carte. Donc, ils se sont bien appropriés le dispositif. Concernant le coaching, c'était de lever des freins, notamment sur la confidentialité. C'est pour ça qu'on l'a encadré avec un contrat, avec une charte, une déontologie qui permet qu'ils ne partagent uniquement que le contrat, l'objectif général avec leur hiérarchique, mais ensuite que toutes les séances soient menées en confidentialité pour leur laisser un vrai espace de partage et de montée en compétences. Chez Engie, Carole, vous avez agi beaucoup sur le feedback ?
Alors, en effet, on travaille beaucoup sur tout ce qui est expérimentation, vivre les choses pour apprendre. Donc, on recourt au co-développement, on recourt au mentoring et au coaching, mais on a particulièrement 2 autres démarches qui sont plus ciblées sur cette expérience. L'une, c'est de mettre à la disposition du manager un espace dans lequel il va pouvoir publier des missions. Et chaque collaborateur, tout collaborateur intéressé va pouvoir candidater sur cette mission et sortir finalement de son poste pendant un laps de temps pour réaliser cette mission et du coup développer de nouvelles compétences. Donc ça peut être un outil pour le manager d'encourager un collaborateur à aller sur ce type de mission. Et surtout, le deuxième axe, c'est en effet le feedback. Et là, on a eu une démarche d'apprentissage accompagné. C'est-à-dire qu'on a proposé aux équipes qui étaient intéressées de venir vivre cette expérience sur 6 mois. C'était une aventure et où on a fait d'abord au niveau de l'équipe un assessment pour identifier où en était la maturité du feedback dans la culture de l'équipe. On leur a mis à disposition un ensemble d'outils pour savoir c'est quoi le feedback, comment on le travaille. Et puis, on les a suivis semaine après semaine avec un expert du feedback, où on a proposé au manager d'être le référent de son équipe pour l'exemplarité, mais aussi pour s'approprier l'ensemble des outils et pouvoir le perdurer au-delà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a proposé un kit de rites pour avoir chaque jour un exercice, un jeu, une démarche pour ancrer cette culture du feedback. Et chaque semaine, on débriefait avec les managers, donc la communauté de managers qui s'étaient engagés, sur qu'est-ce qui s'était passé, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, qu'est-ce qu'ils avaient testé, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, parce que c'est aussi quand on se trompe qu'on apprend. Et de manière à petit, comme ça, développer une maturité. Et au bout de ces 6 mois, on a refait un bilan avec ces 70 collaborateurs engagés pour dire, tiens, c'est quoi la maturité de la dizaine d'équipes qui s'est engagée, et on a pu observer qu'il y avait une amélioration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce processus-là, il s'étend petit à petit parce que le manager, il en parle à un autre manager, et c'est souvent ce type de pratique qui permet d'embarquer. Tiens, c'était sympa, j'ai vécu ça, voilà l'effet sur mon équipe. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une vraie demande de la part des collaborateurs de monter dans ce type d'expérience. Voilà. Et sur l'enquête NGNME, qui est une enquête d'opinion auprès des collaborateurs, le constat de cette année, c'est qu'il y a une amélioration de la satisfaction des collaborateurs sur la capacité de leur manager à leur faire un feedback. Donc, retour positif. Donc, retour positif. Et Laurence, du coup, comment vous avez accompagné vos managers? Parce que pour le coup, ils sont centraux sur votre dispositif. Oui, tout à fait. Donc, nous les avons accompagnés d'abord avec, au gré des saisons qui se sont accumulées, sur des formations dispensées auprès de l'ensemble des managers. Vous parliez tout à l'heure du questionnement, de l'écoute active. On a beaucoup travaillé sur ces techniques-là avec beaucoup de jeux de rôle et de mise en situation, autour aussi de tout ce qui est reformulation, techniques de feedback et de coaching. Et nous avons surtout ensuite établi un REX, un retour d'expérience, pour identifier auprès des conseillers, auprès des managers, ce qui s'était passé, ce qui était maintenant intégré, ce qui était plutôt facile à mettre en place et plutôt dans les réflexes au quotidien. Et puis les contenus qui étaient peut-être encore un petit peu plus difficiles, un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre, ce qui nous a permis d'identifier vraiment des points très précis sur leurs besoins de formation qui étaient vraiment issus du terrain et qui nous a permis de créer tout un panel de contenus de perfectionnement qui sont maintenant personnalisés et à la carte en fonction des besoins des collaborateurs, avec des formats plutôt courts, 1 heure, 1 heure et demie, en classe virtuelle, mais qui peuvent aussi se décliner en présentiel selon les conditions sanitaires, avec des éléments donc, qui sont très faciles à intégrer dans l'agenda de tout le monde. Et puis, deuxième point, nous avons aussi, vous parliez tout à l'heure de l'animation autour du coaching, établi un cascading de coaching, c'est-à-dire que chaque manager non seulement coach ses collaborateurs, mais lui-même coaché par son manager du dessus, donc avec les différentes étapes de la ligne managériale qui elle-même est donc embarquée en intégralité, ce
qui permet d'établir une philosophie commune, des vocabulaires communs et des réflexes communs. On a également intégré ce rituel de coaching dans les rituels managériaux avec une préconisation parce qu'il est absolument important d'avoir un rythme régulier pour ancrer ces pratiques et donc une récurrence qui a été établie autour d'un rythme d'un coaching par trimestre par collaborateur, tout en se permettant bien entendu d'avoir une certaine souplesse par rapport aux collaborateurs concernés en fonction de leurs besoins et de leur situation. On peut tout à fait prévoir des coachings complémentaires. Et puis, dernier point, nous avons aussi outillé cette pratique, parce qu'au départ, nous étions sur des fiches un peu papier, des fiches Excel, ce qui ne sont pas toujours très simples à utiliser. Nous avons donc développé une plateforme qui s'appelle maintenant Mes Pratiques, qui est à disposition de tous les collaborateurs, managers et des accompagnateurs du réseau, qui permet donc d'avoir ce socle commun, qui permet à la fois d'homogénéiser les pratiques, de les suivre aussi dans le temps et de les piloter. Et du coup, ça concerne combien de personnes à ce stade? On est à plus de 2000 personnes. C'est massif pour le coup. Oui, vous avez c'est très réussi à massif. faire quelque chose d'industriel. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la séquence de questions-réponses. Du coup, première question, comment est-ce que vous faites pour que les managers trouvent le temps de finalement accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs? Peut-être Laurence, vous voulez commencer? Oui, alors on a un petit peu travaillé sur deux axes. Déjà, réfléchir leur agenda en fonction des différents rituels qu'ils doivent eux-mêmes accompagner ou sur lesquels ils sont suivis, pour avoir vraiment une adaptation des rythmes en fonction peut-être de la situation de l'agence, de la taille, du nombre de collaborateurs qu'ils doivent accompagner. Et ensuite, on met également en place des formations autour de la gestion du temps, de l'organisation, bien entendu, et entre autres la priorisation. Et chez Engie, vous faites comment? On va rejoindre un petit peu cette pratique. C'est avant tout, c'est prioriser et c'est surtout l'ancrer, c'est-à-dire que c'est un objectif que nous attendons de la part de nos managers, que de monter en compétences, de développer les richesses humaines de leurs équipes. Donc forcément, comme ça devient une priorité pour eux, parce que c'est un de leurs objectifs, ils trouvent le temps, ils le priorisent dans leur agenda par rapport à l'activité globale. Et c'est surtout qu'ils s'aperçoivent qu'en se recentrant sur leur rôle de développer les richesses, ils redonnent aussi la responsabilité de chaque collaborateur et ils ne jouent pas le pompier. Donc à chacun de monter en compétence sur son domaine de responsabilité. Côté Banque Populaire Occitane, vous faites comment pour qu'ils libèrent du temps pour accompagner le développement des compétences? Alors, nous avons essayé d'acculturer un peu dans le même esprit que le CPF. Vous avez un budget de formation. On a essayé d'acculturer en donnant un budget temps, donc que chaque collaborateur de la banque puisse consacrer au minimum 1 heure de son temps pour monter en compétences par semaine. Donc, ça peut se décliner par une demi-journée par mois et que chaque manager libère ce temps-là pour qu'il puisse aller chercher dans la bibliothèque de formation ou dans la formation à la carte les formations dont ils ont besoin. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on préconise, on acculture pour qu'ils puissent ensuite libérer et consommer la formation régulièrement. Parfait. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la conclusion avec Monsieur Dupont. Bonjour Jean-Marc Dupont, vous êtes président de l'Observatoire des métiers de la banque et c'est à vous que revient la lourde tâche de conclure cette séquence. Oui, Jean-Marc Dupont, je suis effectivement, j'ai le plaisir de conclure ce webinaire, les soft skills en action, conclure la première étude réalisée par l'Observatoire de la banque et l'Observatoire de BPCE, dans un cadre donc financé par l'OpcoAtlas et étude que vous pourrez télécharger donc dans les prochains jours. Elle sera disponible en fin de semaine sur le site internet de l'Observatoire. Voilà, c'est une étude qui se voulait pratique et je dois avouer que j'aime mieux le titre de Soft Skills en action tel qu'il est ressorti de cette présentation que celle du travail du futur dans la banque, parce qu'on voit bien que c'est une adaptation qui est continue et tous les exemples que nous avons eus montrent qu'elle est déjà commencée.
Il y a quelques années, le recrutement et parfois aussi les évolutions de carrière s'appuyaient sur une analyse presque implicite d'activités ou de formations atypiques qui différenciaient des candidats. Ils illustraient également des capacités qui étaient parfois fort éloignées de la compétence technique de base que l'on demandait dans les profils des salariés. Que ce soit d'ailleurs sur le plan de la compétence technique ou du management. Il est temps de prendre en compte la nouvelle maturité du sujet tel qu'elle vous a été présentée, à mon sens, pas seulement pour l'examiner au prisme des conditions de travail induites par le Covid. Certaines tendances vont rester, mais il faut dépasser ces aspects purement conjoncturels et nous sommes en train de comprendre que ces adaptabilités, ces habiletés ne feront rien si le lien social entre les salariés, et que ce soit entre eux ou avec l'entreprise, se trouve trop distendu par un télétravail, même si celui-ci est plutôt plébiscité. Les spécialistes commencent d'ailleurs à s'inquiéter des conséquences sur l'efficacité, sur les difficultés à mobiliser les équipes, sur la difficulté à concrétiser ou en matière de créativité, voire la capacité collective à résoudre des problèmes complexes, des sujets qui véritablement sont opérationnels. Derrière, il y a aussi des sujets de motivation et le corollaire, le risque de décrochement et de turnover des équipes. Des sujets qui vont être prenants, très probablement dans les mois ou les années qui viennent. Les tables rondes l'ont bien montré, pour traiter les soft skills, il faut les identifier, et les recrutements sans CV apparaissent comme des notions tout à fait intéressantes, les évaluer et les accompagner, faire de la formation. Et nous avons compris également que les booster pouvaient se faire avec une notion de plaisir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il me semble aussi qu'il faudra les reconnaître au sens propre comme au sens figuré. Et oui, dans mon rôle, il y a aussi celui de témoin et de témoin des attentes des salariés. Ces facteurs différenciants peuvent induire des profils parfois peut-être un peu plus divers et auxquels les établissements sont plus ou moins préparés dans cette mise en valeur des soft skills. Les attentes de ces profils plus diversifiés seront probablement plus fortes et plus difficiles à cerner qu'une gestion de carrière axée sur des compétences techniques classiques. Nous avons écouté avec attention les interventions axées RH, suivi des managers et suivi des salariés avec des modalités nouvelles, imaginatives, plutôt pragmatiques, sincères dans leur volonté de créer une véritable écoute entre l'appréciation des RH et des managers pour obtenir le meilleur de nos habiletés douces. On voit bien qu'elles demanderont beaucoup d'écoute, de sensibilisation, de formation aussi des équipes, des managers et des directions. On ne crée pas néanmoins de toutes pièces, à mon sens, les talents de ces collaborateurs, surtout en matière de soft skills. On peut certainement les favoriser l'émergence, leur émergence, les booster sûrement, et on a tout à fait bien compris dans la présentation que leur donner un côté opérationnel et efficace, eh bien c'était la meilleure manière, de servir au mieux les intérêts des entreprises bancaires, de leurs clients et de leurs salariés. Voilà. Eh bien, écoutez, très bonne continuation à tous. Et pour clore cette restitution d'études de décembre 2021, très bonne fête de fin d'année. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des intervenants, puisqu'on a eu un beau plateau aujourd'hui. Vous informer que vous aurez le replay qui sera disponible à partir de demain et prochainement. On l'espère demain. Et dans la semaine, vous aurez du coup, comme Jean-Marc Dupont vient de le dire, la possibilité de télécharger l'étude. Vous verrez, elle est assez dense, il y a 150 pages. On a essayé de mettre des illustrations pour que ce soit plus digeste. Et surtout, à la fin, vous avez des fiches pratiques où vous retrouverez en fait les impacts des nouveaux modes de travail, de la digitalisation sur les soft skills des différents métiers de la banque et des éléments aussi qui présentent les différents outils d'évaluation disponibles. Si vous avez besoin de mettre en place ce type d'action dans votre entreprise, vous avez des fiches pratiques qui vous permettront de gagner du temps et de bénéficier des différents retours d'expérience qu'on a pu récolter au cours de l'étude. Un grand merci à tous pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.